la guerre en Ukraine. Les troupes russes continuent de pilonner l'est de l'Ukraine avec une supériorité en nombre et en armement. La localité de Volgodour est en ce moment propice au combat après la prise de Soledar. Les habitants de Kiev se sont fait une fois de plus copieusement bombardés il y a 24 heures. On a débloqué les chars, des Abrams américains, des léopards polonais et allemands, des Challenger britanniques et les Leclerc. Pas de go pour le moment de Paris. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, s'est retrouvé interrogé jeudi par nos confrères de France Info sur cette question des chars et de la guerre en Ukraine en général. Et vous allez l'entendre, il fait le distinguo entre co-belligérants et gardiens de l'état de droit. Vous livrez des armes, vous faites de la formation et ce n'est pas une question de co-belligérance. On voit bien que les Russes veulent absolument entraîner dans cette logique pour justifier de leurs propres actes. Par ailleurs, il faut prendre ses responsabilités quand on est dans une situation comme celle-là. On a besoin quand même de faire respecter l'état de droit. Et malheureusement, en l'occurrence, l'état de droit ne peut être respecté qu'en fournissant aux Ukrainiens les moyens de se défendre. Ça s'appelle un narratif, le Mick Guillot. Oui, il ne peut pas dire grand-chose d'autre de toute façon. Après, c'est vrai qu'ils insistent beaucoup en ce moment, tous les alliés, sur le fait que les armes fournies restent utilisées à l'intérieur de l'Ukraine et pas à l'extérieur. Il dit bien pour défendre. Donc le jeu sémantique est là-dessus, sur la défense et pas l'attaque. Et c'est là-dessus, je pense que dans les semaines qui viennent, les choses peuvent évoluer. Est-ce que les armes qu'on fournit vont être utilisées à l'extérieur de l'Ukraine pour aller tenter de reconquérir les territoires et surtout de pousser l'armée russe en dehors des frontières ukrainiennes? Louis de Ragnel. Alors déjà, la définition de la co-belligérance a beaucoup évolué depuis le début de ce conflit ukrainien. Au début, souvenez-vous, il était hors de question pour la France d'envoyer même des munitions ou des armes. Oui, parce c'est que ça, même c'était un casque lourd. Oui. C'était effectivement la frontière à ne pas dépasser. Et puis on voit au fil du temps, en fonction des besoins de l'armée ukrainienne, et puis surtout en fonction de ce que font les États-Unis, parce qu'en fait, ce sont eux clairement qui donnent un peu le ton. Ils essayent d'entraîner l'Occident, en tout cas pour soutenir davantage l'Ukraine. Et donc, évidemment, voilà, la frontière avec la co-belligérance a évolué, et elle a tellement évolué que cette semaine, dans le Figaro, le ministre de la Défense ukrainien demande, après les promesses de livraison de chars américains, allemands, et d'autres pays européens, demande à la France des Rafales et des pilotes. Alors, et là, pour le coup, la France, et ça on peut le dire, l'affirmer en tout cas pour le moment, mais tant que nous, on ne veut pas être co-belligérants officiellement, on ne peut pas envoyer des avions de chasse, tout simplement parce que les avions de chasse seront pilotés par des pilotes français, et dès lors que les pilotes français vont aller frapper des emprises russes, ou alors attaquer ou alors défendre des positions ukrainiennes, eh bien mécaniquement, on rentre dans le conflit. Ensuite, il y a un Parce deuxième... que les pilotes russes sont incapables de piloter un Rafale, pour faire simple. Les pilotes ukrainiens, pardon. Alors pour l'instant, oui, non, ils sont entraînés, ils pilotent essentiellement des MiG et des avions de fabrication donc russes, ça vaut pour les Russes aussi, qui ont été livrés d'ailleurs. Il y a eu des renforts avec notamment la Pologne. Mais donc effectivement, quand bien même on fournirait des avions de chasse français, il faudrait les former. Mais après se pose, s'agissant de la France, une autre question beaucoup plus franco-française, qui est est-ce que nous, on a réellement les capacités à fournir des avions de chasse comme ça? On n'en a pas tant que ça. L'armée de l'air et de l'espace, c'est à peu près 250 chasseurs. C'est pas énorme, c'est à peu près le même nombre d'avions de chasse qu'il y avait en France en 1913. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment jamais eu aussi peu de chasseurs. Mais en plus, ils sont pas tous en dotation. Ils ne sont pas tous fonctionnels, je crois savoir. Alors, ils ne sont pas tous fonctionnels, et la question se pose un peu différemment, mais en termes de capacité de ressources, un peu de la même manière, là, pour le coup, avec l'histoire des chars Leclerc, et la raison pour laquelle je suis convaincu que Emmanuel Macron ne livrera pas, en tout cas dans l'immédiat, des chars Leclerc. Il y a plusieurs raisons. Aujourd'hui, nous, on a à peu près un parc de 220-222 chars Leclerc en France. L'entreprise Nexter, qui produit des chars Leclerc, n'en produit plus depuis l'année 2008, et il faut attendre 2040 pour qu'on ait la première livraison du successeur du char Leclerc. Donc clairement, on a très peu de chars, et en plus des chars en état de fonctionner, on en a pas énormément. Donc l'Elysée, pour l'instant, se cantonne à dire on a déjà fourni des chars à roues, les AMX 10 RC, et nous, on a fait un peu notre part de l'objectif, et donc on a déjà donné, d'ailleurs, c'est grâce à l'action de la France, comme ça qu'Emmanuel Macron communique, grâce à l'action de la France que d'autres pays alliés ont fourni ensuite donc les chars Léopard. Et puis voilà. Donc vous faites un distinguo entre les chars à roues et les chars à chenilles, c'est ça? Absolument. Ouais. En fait, normalement, alors les puristes, les tankistes purs
n'appelle jamais pour les vrais, les puristes, un char à roues, c'est pas un char, c'est un véhicule blindé. Oui, c'est ce que je pensais. Et un char, ce qu'on il y a appelle des un chenilles. VAB. Voilà, exactement. Bon, après, on n'est pas dans un débat de spécialistes. On n'est pas dans une Mais- émission Voilà, militaire. non, mais ce qui est sais pas si ça important existe. de bien mesurer aussi, c'est que tout l'enjeu aussi pour l'armée française, c'est de garder des capacités. Oui. On a déjà fourni des canons César, on a déjà fourni un certain nombre de missiles. Les Ukrainiens consomment énormément de munitions. Et donc, il y a Trop aussi cette. Alors, quand Ah vous bah, écoutez des non, mais- spécialistes, objectivement, je vais vous répondre, quand vous avez des spécialistes de l'armement en France, ils vous expliquent clairement quand on fournit des armes qui coûtent parfois 300, 400 000 euros et qu'elles sont utilisées juste pour détruire un drone qui vaut 1500 euros, Oui. et des experts français sont parfois un peu, se disent voilà, il faut quand même bien mesurer ce qu'on donne et il faut que les Ukrainiens sachent Non, mais ce qu'ils c'est ont une entre les donnée mains. extrêmement importante. Voilà, et en plus, voilà, donc ils consomment énormément, mais c'est normal, c'est un pays en guerre, et donc ils vont pas forcément regarder à l'unité près quel est le prix de chaque arme qu'ils ont entre les mains. François Delabarre, même si vous revenez tout juste de ce qu'on vient de dire, votre regard là-dessus? Je pense que c'est la preuve que la France n'est pas la troisième voie que Emmanuel Macron a tenté de promouvoir au début du conflit. Et il a essayé de. Vous rappelez-vous, au début, il parlait avec Poutine. C'était le seul qui gardait ce canal de discussion avec Poutine. Et je pense il avait l'ambition de faire ce que faisait la France à l'époque de Chirac. Et c'est-à-dire, elle avait sa propre personnalité par rapport au bloc de l'Est et au bloc de l'Ouest. Et là, on voit bien qu'on suit le sillon des Américains et on est des alliés des Américains. Et quelles que soient les décisions qu'on prenne, finalement, on est avec eux, qu'on le veuille ou non, puisque on finit par prendre les décisions qu'ils veulent qu'on prenne. Ce qui ne fait pas de nous. Voilà, on a notre propre indépendance, mais elle est quand même assez réduite dans le cadre de ce conflit, en tout cas.